La première question, Eric, est au sujet de la connexion aux autres et de l'importance de l'alliance avant de partir, quand tu navigues et peut-être après. Quelles sont pour toi, comment ça change les relations d'aller en mer et de faire une aussi longue course? Et quand je te parle du lien, de l'alliance avec les gens, avec ton partenaire par exemple, qui sponsorise le bateau, qu'est-ce que ça te raconte? Ouais, c'est une question assez vaste, hein, déjà. Il faut savoir que le Vendée Globe, il n'y a pas une discipline, il n'y a pas un métier, il n'y a pas un sport qui demande à un homme ou une femme d'être aussi loin, aussi seul, aussi longtemps. Donc c'est le truc le plus extrême en solitude qui existe. Et pour atteindre ce niveau de solitude, il faut être plusieurs. Et c'est une aventure hyper collective. Moi, mon projet, ça a été de construire 2 bateaux neufs pour le Vendée Globe. Donc il y a à peu près 200 personnes qui ont travaillé sur ce projet-là, qu'on finit seul. Donc on est finisseur, on porte toute la pression de tout le collectif, mais c'est d'abord un collectif. Et c'est une entreprise, on va dire, c'est une gageure. Donc on embarque les gens dans une gageure. À une époque où c'est compliqué de trouver des financements, où tout ce temps, on embarque des partenaires, on embarque des équipes, on embarque des familles dans un truc qui est impossible, puisqu'il faut créer des bateaux de course avec des moyens financiers très limités, même si c'est des montants énormes, c'est plusieurs millions d'euros, euh, dans un espace-temps très limité, puisque le début de la course, là, c'était le 10 novembre 2024, et donc on a 3 ans pour créer des bateaux, les mettre en place, les armer, les fiabiliser, les faire partir, et puis après faire un tour du monde qui est aussi une gageure, parce que c'est faire un tour du monde en solitaire, en course, avec un bateau extrêmement technique, c'est un truc aussi extrêmement difficile. Donc c'est tout sauf une aventure solitaire. C'est que de la confiance, c'est que de la passion. Tous ceux qui viennent sur ces projets-là, c'est des gens passionnés, qui comptent pas leurs heures, parfois qui comptent pas leurs euros aussi, parce que c'est un truc de rêveur et de rêveur très pragmatique. Et justement, tu parles de longues courses au solitaire. Euh, Quel est le processus? Qu'est-ce qui change dans tes prises de décision lorsque tu es seul sur le bateau? Et dans l'idée de continuer, persévérer ou alors renoncer pour ta sécurité, comment tu arrives à discerner et à prendre des décisions? Car je sais que tu en prends beaucoup toute la journée, il y a beaucoup de choses à décider. Quel est le processus pour toi? Qu'est-ce que ça t'a appris d'être seul sur un bateau et de décider ou d'apprendre à décider? Bah déjà, avant de la course, comme on est limité en temps, en moyens financiers et humains, on est déjà habitué à faire de l'arbitrage tous les jours. Et on est souvent confronté au non-choix. On est toujours dans un choix qui est un non-choix. Donc on est déjà, avant de partir, on est déjà dans l'adaptabilité maximum. On fait avec ce qu'on a. Et on a cette qualité chez nous les marins, c'est que je sais en tant que marin que quand je pars, rien ne va correspondre à mes plans. Et jamais le temps ne m'obéira. Jamais la mer ne m'obéira. Je vais devoir m'adapter. Cette année, on a eu peut-être le pire océan Indien qu'on a eu sur toutes les, certainement sur les 6 dernières éditions du Vendée Globe, puisque Jean, qui en a fait 6, nous a dit mais c'était le pire qui soit. Et ça, on ne peut pas le commander. C'est comme ça, on doit s'adapter. Donc en fait, on passe déjà notre temps à préparer quelque chose, à préparer le fait qu'on ne sera pas prêt et à accepter le fait qu'on ne sera pas prêt. Et on se prépare pour ne pas être prêt. C'est ce qui fait de nous des gens tout le temps prêts en fait. Et alors la prise de décision dans la solitude, c'est pas tant. La solitude est un poids immense et c'est justement ce fait d'être seul qui est la vraie difficulté de la solitude. Parce que quand on me pose la question, Eric,
Oh, ça doit être très dur d'être seul pendant 3 mois. Je dis non, mais être seul pendant 3 mois, c'est génial. J'adore. Moi, parce que je suis persuadé que pour vivre avec les gens, il faut que je les fuis aussi. C'est ce qui me permet de créer l'envie de revivre avec les gens. Donc ces trois mois de solitude, c'est une bénédiction pour moi. En revanche, d'être seul face à la décision quotidienne et des décisions qui mettent en jeu mon intégrité physique, ça c'est compliqué. Parce que comment je rentre dans cette tempête, comment j'en sors, etc., sachant que ma vie est en jeu et que je peux me confier à personne, c'est très difficile. C'est la plus grosse difficulté du Vendée Globe. On ne se rend pas compte à terre, même quand on est un entrepreneur, un patron, un manager où on se sent très seul, on a quand même plein de choses qui nous aident. On ne s'en rend pas compte. Et quand on est en mer sur le Vendée Globe, on se rend compte à quel point cette solitude obligatoire dans le règlement est difficile à porter. Et donc, il y a ce fait-là. Le plus difficile aussi, c'est la fatigue. Donc moi, j'ai une règle aussi. Les décisions difficiles, je vais dormir. Et ça, c'est une règle, je pense qu'on pourrait se donner à tous dans notre vie, c'est que quand on a une décision vraiment difficile à prendre, qu'on voit qu'on est vraiment dans le dur en termes de fatigue, la première chose à faire, c'est tout quitter et aller dormir. Et quand on va dormir, après, on a l'esprit clair, et moi, je prends mes décisions toujours après avoir bien dormi. Sur ce Vendée Globe-là, j'ai dû renoncer, et j'ai pas pu dormir. J'ai essayé de me reposer un maximum, mais j'ai pas pu dormir parce que la tension était telle, j'étais près des côtes, etc. J'ai dû prendre une décision avec beaucoup, beaucoup de fatigue. Mais j'ai essayé de dormir au maximum. Donc, comment je fais moi, donc il y a le sommeil qui est très important pour moi. Il y a quelque chose aussi que j'utilise beaucoup, c'est la contemplation. Alors, par rapport à la décision, ça peut paraître étonnant, mais avec la fatigue et la solitude, j'ai souvent tendance à broyer du noir dès que ça va pas, comme beaucoup, hein. Parce que quand on voit des difficultés qui s'accumulent, ben forcément, c'est difficile. Donc, le fait d'aller dormir, ça aide à remettre les choses à haut niveau. Mais le fait de contempler l'océan, ça me permet de me connecter à ce pourquoi je suis là. C'est-à-dire que au début du début, avant que toutes les difficultés du projet apparaissent, il y a la mer et le bateau. Et donc de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire je suis là pour la mer, je suis là sur mon bateau, ça permet aussi de vider tous les enjeux, parce qu'encore une fois, on est le finisseur, donc on porte le travail de plusieurs entreprises qui ont mis de l'argent, donc des collaborateurs qui ont donné de leur temps pour que cet argent arrive dans le bateau. On finit le travail de 200 personnes qui ont travaillé comme des fous pour que le bateau arrive sur la course. Et donc pour ça, ben ouais, il faut avoir les idées les plus claires possibles. Donc, je parlais de continuer ou renoncer et de l'idée de robustesse, de persévérer dans la longueur, dans la durée. Jusqu'au moment où peut-être il y a des éléments de sécurité, où il y a des décisions qui doivent être prises. Bon. Est-ce que tu as un exemple de décision difficile où l'idée de ta robustesse, de ta persévérance, de tout le travail de l'équipe a été... Ah oui, j'ai un bon exemple, ouais. Oui, puisque bah, sur ce Vendée Globe, j'ai dû abandonner. Donc j'ai dû renoncer, arrêter mon bateau au Malouine pour pas perdre mon mât et finir la course après en solitaire. Et donc j'ai tout ce pourquoi j'ai travaillé en 4 ans, j'ai dû prendre la décision en une journée de dire stop. Et de tout l'élan de 200 personnes, de 8 entreprises, etc., à un moment donné, j'ai dû dire stop, je ne peux plus aller plus loin. Tout ça, donc ça c'est arrivé au Malouine, c'est arrivé au mois de janvier de cette année. Il faut savoir que dans les 4 ans de préparation du projet, j'ai travaillé aussi mentalement avec un coach mental, justement pour repousser ce moment de décision le plus loin possible, c'est-à-dire toujours trouver les ressources. Et je vais faire le vent des globes parce que c'est l'événement qui me permet de trouver mes ressources cachées, mes ressources insoupçonnées. Et donc, je vais faire le vent des globes pour la compétition, pour les tas de choses,
mais aussi pour me rencontrer moi-même, de retrouver ces ressources qui me définissent en tant que personne. Et alors, cette journée-là a été très très compliquée. Donc, je viens de passer le Cap Horn. J'ai déjà réparé le problème qui est un problème de fixation d'un câble qui tient mon mât. C'est-à-dire que le mât sur nos bateaux, il fait 30 mètres de haut. On porte jusqu'à 600 mètres carrés de toile. Perdre un mât, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et donc, je suis en train de contourner l'archipel des Malouines par le nord. Je suis avec le vent de face, donc une, une, euh, une configuration où le mât est très très sollicité, où le bateau tape beaucoup, et je constate que ma réparation a lâché. Et je me retrouve dans une situation où j'ai du gros temps qui arrive, des tempêtes qui arrivent. Je suis à côté d'une terre très mal famée, avec des cailloux partout, très mal cartographiée. Et je sais que je n'ai pas la solution, parce que j'ai déjà réparé le truc qui recasse, ça m'a demandé énormément d'énergie et de jus de cerveau pour réparer ce problème. Et là, je me retrouve avec le même problème, mais sans plus aucune solution. Et donc, face à cette côte et face à la tempête qui arrive, qui va être très, 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 très dure, et là, je me retrouve par rapport à une décision. C'est est-ce que je pousse le curseur encore plus loin en disant je peux perdre mon bateau, parce que je suis près d'une côte, donc si je perds mon mât, je me retrouve sur les rochers, donc je peux peut-être aussi perdre la vie. Mon bateau, moi je ne suis pas un pilote, c'est-à-dire que c'est mon bateau. Je suis co-armateur avec une entreprise, donc c'est mon gagne-pain. Donc je ne suis pas dans un baquet, je me glisse et après la course, je le quitte. C'est aussi une façon de voir les choses différentes. C'est mon bateau, quoi. Et, euh, et donc il y a un moment où je me dis, ben, la course est un jeu, il faut que je réfléchisse en marin. Et c'est là où j'aimerais bien dormir, mais c'est impossible de dormir. Parce que d'une part, le poids est beaucoup trop important, le poids de la responsabilité, et puis le fait d'être au vent de cette côte, c'est très compliqué aussi. Et donc je vais arriver au Malouines, et là le fait de dire, bon bah je m'arrête, si je m'arrête, il faut que je demande assistance, parce que les Malouines est un endroit très compliqué, je ne peux pas rentrer à la voile dans cet endroit-là sans risquer gros. Donc je dis, si je m'arrête et je me mets à l'abri, il faut que je demande de l'aide. Et cette décision-là, je vais la prendre tout seul. Et elle va me rendre extrêmement malheureux. Je suis d'une tristesse inouïe, je pleure dans mon bateau et je suis seul et personne, je ne peux pas entendre qu'on me force à quelque chose ou pas. J'ai plein de gens qui vont me donner des conseils, leur avis, etc. Mais je leur dirai, allez, c'est mon bateau, c'est ma course, c'est moi qui prends la décision et je veux qu'on respecte ça. Et le truc qui va là, quand je prends la décision de m'arrêter, c'est là où les choses deviennent plus compliquées. C'est-à-dire que j'arrive dans un endroit qui est très compliqué, avec des rochers partout, le vent souffle en tempête déjà, et mon bateau n'est pas équipé pour résister à ce genre de choses. Il est bien pour aller au large, mais le moteur est très peu puissant. Enfin, je peux pas, enfin, je risque vraiment gros à aller à la côte. Et donc plusieurs fois, je me dis que je vais retourner au large parce que ce que je suis en train de faire est encore plus dangereux. Et je vais prendre une décision qui est de rentrer dans la baie, ce qui est une décision pour moi que j'appelle no way back, parce qu'à partir du moment où tu rentres, tu ne peux plus ressortir. À partir du moment aussi où tu enlèves tes voiles, c'est tellement compliqué de les remettre en place que c'est no way back. Et la décision, je vais la prendre parce que, une, j'ai déjà fait naufrage ici, donc je connais l'endroit. Donc je sais que c'est très compliqué, mais j'ai déjà visualisé, je connais l'endroit. Et deux, j'ai à bord du bateau deux personnes. Je vais les regarder dans les yeux. Je vais leur dire exactement la situation, le bateau, le fait qu'il fait 3,6 mm d'épaisseur de carbone, qu'ils ne manœuvrent pas. Et je vois dans leurs yeux que ça ne leur fait pas peur. Et là, je me dis, ok, on y va. Et donc j'ai pris cette décision, on s'est abrité, ça a été très très compliqué. Je pense que j'aurais pu perdre le bateau deux ou trois fois. C'est quelque chose que je déteste, c'est que j'ai beaucoup compté sur la chance. Et moi, en tant que marin, je considère que dans ma vie de marin, j'ai un carnet de notes comme ça, de cette épaisseur-là à peu près. Et à chaque fois que j'enlève une note,
ben le carnet de chance diminue. Mais il ne se ravitaille pas, en fait. Il diminue. Et là, j'ai utilisé beaucoup, beaucoup de chance. Cette décision, c'était la bonne, puisque je ne pouvais pas réparer mon bateau. Et heureusement, mon équipe est arrivée, on a remis en place la pièce, et ça s'est finalement très bien passé. Et je pense que c'était la bonne décision. Mais quelle difficulté, quoi, de la prendre. Quelle difficulté. Justement, sur la solitude, on en parlait tout à l'heure. C'est un contexte assez particulier d'être seul en mer. C'est pas la même chose que d'être seul sur Terre. Comment tu te connectes aux gens? Comment ces liens à distance te permettent d'être rassuré ou te permet de... Comment tu communiques avec les gens lorsque tu es dans cette escapade longue durée en mer? Et qu'est-ce qui est important pour toi dans la communication avec cette équipe à terre, avec tes partenaires, mais qui sont pas là physiquement? Moi, je suis quelqu'un qui communique peu, parce que déjà, enfin, déjà, il y a une règle, c'est que les nouvelles viennent de la mer, elles viennent jamais de la terre. Donc moi, je ne veux pas recevoir d'informations. Je suis dans ma course, je fais mon truc, et je dois être 100% à ce que je fais. Donc dois être en conscience dans ce que je fais. Et c'est très compliqué de quitter la Terre, et ça me prend beaucoup de temps, et j'en ai encore plus souffert cette année parce que je suis papa d'une petite fille, et j'étais pas papa il y a 8 ans. Donc couper les liens de la Terre, couper le fait justement de ne pas être à ce qu'on fait, et moi quand je suis à Terre, plein de choses en tête, et je suis rarement totalement à ce que je fais, mais sur mon bateau, j'ai pas le droit. Si je suis pas exactement à ce que je fais, je vais me faire mal, et donc je peux pas. Donc les nouvelles viennent que de la mer, c'est moi qui demande des nouvelles. Et sinon, il n'y en a pas. Donc je suis pas un gros consommateur d'informations, j'en veux pas. Je vais chercher de l'information quand j'en ai besoin. J'ai besoin que mon équipe valide le fait qu'elle a entendu ma demande, me mette un pouce, me dise on a entendu, c'est bien reçu, et on te répond. Une fois que c'est calé, je leur dis merci, puis on ne se parle plus. On peut plus se parler pendant une semaine, 10 jours. Tant que j'ai pas de problème qui nécessite quelque chose d'extérieur, je reste dans mon truc. Je ne vais pas chercher de nouvelles. Je contacte ma famille quand j'en ai besoin. Je ne peux pas porter le fait qu'eux en ont besoin sur mon bateau. Par exemple, sur mon premier Vendée Globe, j'ai dit à ma famille que je ne les appellerai pas. Et puis je leur ai fait une surprise à Noël, je les ai appelés. Mais c'était une surprise. Bon, là, j'ai une femme et une petite fille, donc je les ai appelés plus souvent. Mais c'est mon besoin. Donc c'est très, très égoïste. Mais ça change tes rapports aux liens, c'est-à-dire la relation change, le fait d'être en mer, d'être loin. C'est évident parce que moi, je suis quelqu'un de très social. J'adore être avec les gens. Je suis très empathique. J'ai été élevé comme ça. Je suis très observateur. Et c'est des choses qui sont pesantes à terre, d'être dans la connexion des autres. Et en mer, c'est pas possible. Si vous êtes là-dedans en mer, sur ces bateaux-là, en course, tout seul, c'est pas possible. Donc vous devez être vraiment focalisé à ce que vous faites. Et je vais redonner l'exemple de ma petite fille. Mon premier travail, quand je pars en mer, c'est d'effacer ma fille. Je dois l'effacer. Parce que si elle est toujours là, je ne pars pas. Et pourquoi je partirais? Donc oui, ça change énormément les liens. La clé pour avoir de la performance en mer et pas se faire mal et revenir, c'est de créer une harmonie avec la mer et son bateau. Et si tu n'es pas dédié à ça 100% de ton temps, tu n'y arrives pas. D'ailleurs, donc la relation au bateau, la relation à la mer et ton aspect contemplatif, tu le disais, te permet d'avoir une boussole ou de te recentrer. Ouais, Tu parlais ça va même plus d'ancrage. loin. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas uniquement le recentrage. Désolé, je te coupe, mais euh, moi, je développe une relation très mystique avec mon bateau. C'est un être vivant. Et avec l'océan, c'est un être vivant. C'est même plus que ça. C'est le maître et je suis le disciple. Je suis dans cette optique-là. Quand je pars en mer, l'océan, je l'appelle d'ailleurs, c'est le vieil océan. Je lui parle, il me donne des leçons, il me laisse passer.
Si c'est son bon vouloir, c'est pas automatique. C'est en fonction de ce que je donne comme énergie, comme volonté avant de venir et pendant. Donc c'est le maître qui décide. Et il a souvent, comme beaucoup de films de samouraï, la dernière épreuve, on pense qu'on a le diplôme de samouraï, mais en fait non, pas du tout. Enfin bref. Et, euh, et donc j'avais cet aspect-là, j'ai toujours eu en moi, et au fond de moi en me disant que ça servait énormément ma performance, mais je ne pouvais pas le verbaliser. Et j'ai eu la chance de croiser Fabien Galtier, et je l'ai écouté, et il m'a parlé justement de sa façon d'amener de la performance dans son équipe de rugby. Et il m'a dit quelque chose qui était génial. Il m'a dit, aujourd'hui à l'international, toutes les équipes internationales ont le même niveau physique et ont le même savoir-faire stratégique. On est tous à égalité, on est tous aussi bons. Le seul truc qui nous différencie, c'est le mystique. C'est pourquoi tu vas et pourquoi tu vas te battre. Les Néo-Zélandais ont le haka, tout de suite ils rentrent dans le mystique, et lui il cherche avec l'équipe ça. Et en fait, le fait d'être connecté au bateau avec un lien mystique, le fait d'être connecté avec l'océan avec un lien mystique, c'est ce qui va donner le plus pour aller chercher l'énergie que personne n'a, quoi. C'est-à-dire qu'en tant que navigateur, tu es en train de me dire que toi, tu as des rituels avant de partir en mer. Ah oui. Ah ben, moi, quand je repars faire le Vendée Globe, je vais voir l'océan. Alors j'ai de la chance, je vis devant l'océan, et je parle à l'océan en disant, bah, je reviens. Et voilà, je me prépare et je reviens. Et mon bateau, là, je lui ai donné vie, et je l'ai amené comme un enfant. Et il est probable que demain, je renavigue avec un autre bateau, etc. Et je recréerai ce lien. Et c'est quelque chose qui aide dans la solitude, mais qui aide aussi à atteindre une performance qu'on ne peut pas imaginer sans ça, quoi. Et naviguer à travers le chaos, parce que en ce moment, le monde change, on voit une grande transformation, beaucoup de chaos arriver. Et cette métaphore me fait penser que en étant en mer, tu dois te préparer à des tempêtes. Tu sais qu'elle arrive. Tu as peut-être une stratégie pour l'aborder à droite, à gauche, enfin la traverser tout du moins. Quelles sont les précautions que tu prends et dans quel état tu te mets avant d'affronter une tempête? Et comment tu trouves les ressources ou la créativité pour y faire face, pour la traverser? Et est-ce que tu as un exemple? Ouais, ouais, tout à fait. On passe notre temps à tout prévoir et on ne peut rien prévoir puisqu'on va dans l'inconnu. Et à terre, tu as raison, on vit dans un monde qui change énormément, où on ne peut plus rien prévoir, on ne sait pas quelle pandémie, quelle guerre va arriver, ou quelle aussi stabilité peut arriver. On pense souvent au négatif, mais donc nous, on prévoit toujours ça. On essaie de prévoir, on essaie de s'entraîner, de préparer son bateau pour ça, et de savoir qu'on ne sera pas prêt. Et si tu parles de chaos, forcément, tu parles de peur. Et donc, la première chose sur laquelle on travaille, c'est sa peur. Moi, j'ai toujours peur. C'est-à-dire que la peur, elle est avec moi, elle est sous le bras, mais j'avance avec elle. Et mon premier Vendée Globe, j'y suis allé en me disant, je vais combattre ma peur pour devenir un homme. Et j'avais entendu dans ma famille, c'est pour ça que je suis devenu marin, hein. C'est pour devenir un homme avec un petit H. C'est-à-dire, c'est l'endroit qui fait le plus peur, et je vais mater ma peur. Évidemment, on mate jamais sa peur, parce que ça ne marche pas comme ça, on a tout le temps peur. En revanche, ce que j'ai appris en faisant le Vendée Globe et en étant marin, en allant sur la mer, c'est que si tu mets toute l'énergie sur les choses sur lesquelles tu as la main, c'est-à-dire qui te font peur mais tu as la main, par exemple la préparation de ton bateau, ou sur le fait de faire les bonnes manœuvres au bon moment, au bon rythme, sur le fait de te préparer physiquement, d'anticiper les bons gestes, etc. Là, si tu gères ta peur, si tu gères l'énergie de ta peur là-dessus, tu as tout bon. Si en revanche tu passes un temps infini dans ton bide à attendre la tempête qui va arriver, à attendre le container qui t'attend entre deux eaux, chose sur lesquelles tu n'auras jamais la main, que tu ne contrôleras jamais, ben là tu as tout perdu. Et donc, naviguer dans le chaos, pour moi, ça veut dire mettre l'énergie de sa peur au bon endroit, c'est-à-dire faire de sa peur un allié. C'est-à-dire, la peur, elle me sert à des choses très précises,
à avoir l'énergie de me préparer parce que j'ai peur, à avoir l'énergie de faire les choses bien parce que j'ai peur. Mais pas à me faire du souci sur des choses sur lesquelles, sur la prochaine pandémie, sur les prochains tarifs douaniers, etc. C'est pas moi qui prends la décision, c'est pas moi. Et comment tu arrives pour y faire face à trouver une voie que tu n'avais pas prévue justement, parce qu'on est dans le monde de l'incertitude, la tempête arrive. Quels sont les ressorts pour toi pour trouver la voie? C'est à l'écoute dans le présent, Alors déjà, c'est un entraînement que j'ai depuis 25 ans, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est la différence. Et ça, c'est quelque chose, à chaque fois, quand il y a un chemin que j'ai pas pris, je le prends. Et parce que je sais que c'est dans cette différence que je vais me connaître, que c'est dans cet inconnu, c'est dans l'inconnu que je me connais. Et je suis aujourd'hui dans cet état d'esprit-là. Donc en fait, quand arrive l'inconnu, je me réjouis. Et ça, c'est une chance énorme. Et c'est un combat que j'ai depuis 25 ans, c'est de pousser les gens à faire des choses différentes avec des gens différents. Et on parle souvent de diversité, de travail sur la diversité euh, dans l'entreprise, notamment. Et, et quand on me dit, bah ouais, c'est bien de faire de la diversité, il en faut, etc., je dis, bah non, la diversité humaine ou la différence, c'est ce qui permet de créer, réussir et être heureux. Donc c'est là-dedans qu'il faut y aller. Donc c'est pour ça que moi, quand arrive le chaos, alors évidemment, je ne saute pas de joie quand le chaos me tombe dessus, quand les problèmes me tombent dessus. Je suis comme tout le monde, je suis d'abord abattu, mais ça me permet d'avoir des antidotes très rapides pour rebondir et me dire, ok, tu vas t'en servir. Et le fait d'abandonner cette course-là, sur le Vendée Globe de 2024-2025, ça a été extrêmement difficile pour moi. J'ai eu une tristesse absolue, un désespoir. Et quand je suis reparti seul, pendant plusieurs jours, ça a été extrêmement dur. Je pleurais dans mon bateau, je ne savais pas quoi faire. Mais au bout de quelques jours, je me suis dit non, c'est extraordinaire, c'est une nouvelle aventure. Une... Et puis tu vas en tirer des choses extraordinaires pour toi. Et, et en fait, j'ai reconnecté à mon plaisir d'être sur l'eau. J'ai reconnecté avec mon bateau. Et c'est là où j'ai pris la décision de repartir sur le prochain Vendée Globe. Je ne sais pas si je l'aurais pris avant. et justement, comment tu... On parlait de ressources, d'aller chercher des ressources, de se connaître, d'apprendre à se connaître dans justement ces expériences que sont ces compétitions. Mais qu'est-ce que tu as appris sur toi au niveau de tes ressources? Qu'est-ce que ça t'a appris sur comment tu pouvais trouver des solutions, te ressourcer différemment? Qu'est-ce que tu as... Moi, je sais, et je peux le dire, on est tous pareils, c'est qu'on a des ressources infinies. On verra jamais la fin de nos ressources. Moi, je sais que j'ai des ressources infinies, 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 infinies. Et la seule chose, c'est qu'il faut aller faire quelque chose qu'on n'a jamais fait pour les rencontrer. Il faut aller au-delà de sa peur. Et donc, moi, je monte des aventures qui sont extrêmement difficiles à monter, qui demandent énormément d'efforts et de sacrifices. Et donc, c'est ce qui me permet de continuer d'avancer. C'est justement cette découverte-là. Et sur ce Vendée Globe, là, il y a des difficultés énormes. Et, en 2022, je venais de lancer mon projet, c'est un autre exemple. Donc j'étais juste à la veille de faire la route du Rhum et j'ai eu quelque chose qui s'appelle une névrite vestibulaire. Je ne sais pas si tu connais. C'est en fait mon oreille interne à droite s'est arrêtée. C'est-à-dire que j'ai plus d'oreille interne, donc j'ai perdu l'équilibre. Ça, c'est une névrite vestibulaire, ça reste très mystérieux pour les médecins, mais ça arrive à des gens, ça arrive, je crois, de plus en plus souvent. Et, euh, et donc j'ai perdu l'équilibre et j'avais mes courses qui arrivaient en solitaire et, euh, et ben je me suis reconstruit. J'ai rencontré un kiné vestibulaire incroyable qui m'a dit ben la seule façon de s'en tirer, c'est d'y aller, c'est de faire. Et 15 jours après ma névrite, c'est-à-dire avoir perdu complètement l'équilibre, j'ai fait une première course en solitaire de 2 jours, puis je suis allé faire la route du Rhum. Et j'ai mis un an à remarcher correctement, à refaire du vélo, un an, hein. Mais 15 jours après mon problème, j'étais retourné à la voile en solitaire. Et là, j'ai compris encore une fois que les ressources, elles s'arrêtaient jamais, 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 jamais. C'est juste une décision d'aller voir, de ne pas baisser les bras, quoi. D'aller au-delà de sa peur, d'aller au-delà de ses limites.
Je recite juste un exemple que j'avais entendu de ta part lorsque tu as cassé ton safran et que tu essayais de le réparer. Tu savais qu'il y avait une tempête qui arrivait dans 10-11 heures et tu n'arrivais pas à réparer ce safran. Ouais, j'ai mis 8 heures à l'enlever Ça. et 3 heures à le remettre. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux juste nous raconter ce petit épisode qui était très... Ben, Comment trouver des solutions alors que c'est fondamental un safran pour un bateau, hein? donc en 2016-2017, je rentre dans les mers du Sud, donc je vais déjà au-delà de ma peur, parce que j'ai failli abandonner, hein, parce que j'arrivais pas à dormir tellement j'avais peur. Et je décide d'aller dans les mers du Sud et je commence à reprendre confiance. Et quelques jours plus tard, je casse mon gouvernail. C'est-à-dire, le gouvernail, c'est le volant du bateau, c'est ce qui me permet de nous diriger. Et les mers du Sud, c'est des mers dans lesquelles il y a des tempêtes tous les 3 jours qui font le tour de la planète, hein, avec les vagues qui vont avec, sans aucune terre pour les arrêter. Donc c'est des endroits très très compliqués. Et où personne vient nous sauver en fait. Et là, je perds ce gouvernail et je sais que j'ai 11 heures pour réparer parce que là, il y a une immense tempête qui arrive, qui peut broyer mon bateau en fait, si mon bateau est arrêté. Donc il faut que mon bateau avance. Et pour qu'il avance, il faut qu'il ait un gouvernail. Et donc ce gouvernail est cassé, il est bloqué dans le bateau et il est très compliqué à sortir. Et il va me falloir 8 heures en fait pour sortir le gouvernail cassé et 3 heures pour remettre l'autre gouvernail. Les gouvernails ils font 4 mètres de haut, hein. Donc c'est des pièces immenses, c'est très compliqué à manipuler, quoi. Et quand je remets ce gouvernail, je tombe de fatigue parce que pendant 11 heures, j'ai dû m'arrêter une centaine de fois en me disant j'y arriverai jamais. Puis des centaines de fois, je me suis relevé, j'ai bu un coup de flotte et je suis retourné et juste essayer, quoi. Et je sais même pas comment j'ai réussi, hein. Aujourd'hui encore, je sais pas. C'est, c'était dans le truc, bon, bref. Et puis je fais une vidéo pour la Terre en expliquant, ben voilà, que je continue mon Vendée Globe et que je suis heureux d'être en mer. Et je réalise à ce moment-là, en envoyant cette vidéo, que j'ai réalisé un exploit. Que j'ai réalisé, je suis dans les mers du Sud, un des endroits les plus difficiles de la planète, que j'ai eu le pire problème qui puisse arriver sur un bateau et que je l'ai réglé. Et donc que j'ai en moi ces ressources. Et donc que je peux me faire confiance. Et c'est un moment de joie extraordinaire. Et je me dis que j'ai gagné mon Vendée Globe. Alors que je suis à un tiers de la course, mais j'ai gagné mon Vendée Globe. Et tout ce qui va arriver après est du bonus. Parce que je suis allé au-delà de ma peur, je suis rencontré la pire des difficultés, et j'ai rencontré des ressources qui m'ont permis d'aller au-delà. Donc c'est génial, quoi. Génial. Si on revient sur les connexions et le rapport aux autres, aux liens, à plusieurs reprises, durant Noël, je crois que c'était le Cap Livin, tu as recroisé des concurrents avec qui tu as pu passer Noël, je crois. Enfin, un moment avec eux, au bout de 40 jours de mer, voilà. Comment tu vis cet aspect de compétition et coopération avec les autres navigateurs, marins? Quel est le rapport à la compétition lorsque tu les vois qui te dépassent, lorsque tu... Et là, dans ces moments un peu de grâce, j'imagine, où tu les re-rencontres après avoir été très isolé. Ben, quand on part sur le Vendée Globe, on fait partie d'un club très privé, hein. On est une trentaine, une quarantaine de marins à aller risquer nos vies autour du monde et à vivre les mêmes peurs, les mêmes joies, les mêmes tristesses, les mêmes fatigues extrêmes. Donc on est très très proche. Et personne à terre peut comprendre ce qu'on est en train de vivre. On a beau l'expliquer, le réexpliquer, essayer de tout faire pour que les gens comprennent, les gens ne peuvent pas comprendre. Il faut vraiment être dans ce qu'on est en train de vivre pour comprendre. Et donc là, près de nous, à portée de voix, alors qu'on n'a vu personne en 3 dimensions depuis longtemps, on les voit sur des écrans, on voit nos proches, dans d'autres personnes, nos partenaires, etc. Mais voir quelqu'un en 3 dimensions, c'est très très émouvant quand on est aussi seul. Et c'est sûr qu'en mer, moi je sais que quand j'ai un problème, il y a quelqu'un qui va venir m'aider. Il y a un des concurrents qui va venir m'aider. Et comme moi, je sais que si la course, je sais que la course s'arrête si quelqu'un a un problème. C'est même pas une question. On est tous hyper solidaires. Mais je vais plus loin que ça. Avec Jean Le Cam, on a créé 2 bateaux pour le dernier Vendée Globe et on est concurrents avec Jean. Et alors sur l'eau, on se fait pas de cadeaux. Enfin, c'est même pas une question. On est des compétiteurs, mais on a tout mis en commun pour avoir nos 2 bateaux. Et donc on a vraiment été
On a collaboré, on a tout partagé. Mais moi, j'ai partagé mon partenaire, c'est-à-dire les financements que j'avais pour lancer le design et les outillages de nos bateaux, pour que lui aussi puisse avoir un bateau. Et lui, il a mis son temps, son expertise sur mon bateau autant que sur le sien. Et cette collaboration, elle a été géniale parce que là, sans lui, j'aurais pas eu de bateau. Sans moi, il n'aurait pas eu de bateau. Donc, et moi, je pousse pour qu'il y ait encore plus de mutualisation. Je pousse justement parce que aujourd'hui les moyens sont limités. On voit aussi qu'on va devoir émettre beaucoup moins de carbone et utiliser beaucoup moins de ressources pour faire notre sport, hein, parce que notre sport n'est pas utile, hein. Il fait rêver en ça, il est utile, c'est sûr, mais il n'est pas utile plus que ça. Justement, je promeus cette mutualisation parce que on investit beaucoup dans les innovations techniques, mais on oublie les innovations humaines qui peuvent nous permettre de gagner du temps, gagner de l'argent, parce que collaborer, tout partager, surtout dans un univers de marins où il y a d'énormes égaux, c'est hyper compliqué, mais qu'est-ce que c'est productif, quoi. J'aimerais revenir juste sur l'aspect de l'attentisme et un peu de l'ambiance, un peu pessimisme. Quand tu bois du noir sur le bateau ou que tu vois tout en noir et que tu vois pas de solution possible à terme, qu'est-ce qui se passe en toi pour retrouver un côté, trouver du positif, trouver de l'énergie comment tu fais mentalement? Puisque tu me disais que tu avais côtoyé un coach en préparation avant le départ. Qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette expérience de positiver le futur, de rouvrir des possibles et de... Bah, moi, c'est ce que j'ai dit un peu au début, hein, c'est que moi j'ai deux outils, c'est le sommeil et la contemplation. C'est mes deux outils pour arrêter de broyer du noir. Quand on broie du noir, c'est qu'on est fatigué. C'est très concret, hein. Moi, je sais que quand j'ai une difficulté, tout de suite, je vois le pire. Parce que en tant que marin, je vois tout de suite ce qui peut arriver de pire. C'est l'abandon, la mort, la perte du bateau, etc. Donc tout de suite, c'est le pire. Et comme je suis extrêmement fatigué, pour relativiser, il faut que j'aille dormir. Et la deuxième chose, la contemplation qui me permet de savoir pourquoi je suis là. Et moi, j'ai un petit aussi, cette contemplation, elle me permet de me connecter à un petit voyant que j'ai, qui est que je me pose la question, est-ce que tu préférerais être là ou dans ton canapé à rien faire? Et chaque fois, la réponse est non, non, si j'étais dans mon canapé à rien faire, je rêverais d'être là dans les emmerdes. Donc voilà, c'est ce qui me permet de régler ça. Mais c'est un truc qui se joue, euh, qui se joue vraiment seul. Et on a le premier réflexe qu'on a, c'est d'appeler à l'extérieur, d'essayer de tirer une énergie des autres. C'est vrai que ça peut jouer, le fait que on voit que ce qu'on fait seul porte ses fruits, qu'il y a des gens qui suivent, ça peut servir, mais c'est pas le gros de l'énergie qui arrive. C'est vraiment quelque chose qui se passe en interne. Tu as fait 3 Vendée Globe, Deux. 2, Bientôt trois. bientôt 3. Ah, tu étais engagé sur la troisième. Quelles sont les traces que t'ont laissé la première et la seconde? Des traces différentes, je suppose. Qu'est-ce qui te reste s'il y avait une idée clé pour ces deux courses? Bah déjà, le Vendée Globe a fait des traces sur ma gueule. C'est-à-dire que ah ben, ça marque. Je sais exactement quand les photos ont été prises, avant ou après. Je sais que ça c'est après mon premier Vendée Globe, après mon deuxième. Donc les gueules sont vraiment marquées. Après les traces, pour moi le premier Vendée Globe a été le Vendée Globe de la découverte de la peur, donc de cette relation à la peur, qui est aujourd'hui une relation beaucoup plus apaisée et qui me donne de l'énergie. Et le deuxième Vendée Globe, du fait de l'abandon, a été un Vendée Globe sur la gestion plus de la tristesse. Et ça a été passionnant de voir qu'on peut avancer avec la tristesse, de voir que on peut,
ouais, on peut avancer dans la vie avec ça et continuer d'aller de l'avant. Et que c'est pas grave en fait. Et ça m'apprend beaucoup de choses. Alors je suis encore en pleine digestion hein, de ça. J'ai appris énormément d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est l'événement marquant. Hein. Moi, faut dire, l'abandon, c'est ce qu'il y a de pire dans une course hein, en tant que compétiteur. Ouais, ouais. Évidemment, il y a la perte du bateau. Hein. Mais abandonner, c'est terrible. Ouais. Donc je suis toujours en tristesse. Mais j'avance et je repars et j'essaie de me nourrir justement de ça euh, pour avoir une belle frustration. C'est-à-dire, que ça me permette d'avancer. Et justement, après avoir participé à tes 2 Vendée Globe, le dernier jour, tu dis que tu repars. Qu'est-ce qui est déclencheur de cette motivation? C'est retenter l'expérience, pourquoi? Quel sens tu donnes à ça? Et pourquoi tu repars aussi vite? Enfin, pourquoi tu prends cette décision? Bah, parce qu'elle est dans mes tripes. Elle est dans mes tripes, elle est là. Je sais que j'en ai envie. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. Quand le truc est dans mon ventre, ah ouais, j'en ai envie. Là, je sais que je suis juste. Donc, c'est ce qui s'est passé en mer. C'est que j'ai, au fond de moi, alors que j'étais dans la difficulté, la peur, et on a toujours tendance à oublier les bonnes choses, hein. Un peu comme des femmes enceintes, euh, on oublie que c'est dur et que c'est long. Et là, j'étais dans la durée, dans la longueur et en plus avec la tristesse. Euh, et là, ouais, j'ai su que j'avais envie d'y retourner parce que j'ai su que je pouvais faire mieux et que je pouvais aller encore plus loin et que j'avais encore des ressources. Et, et, et le vent des globes, moi j'ai cette chance incroyable de pouvoir le faire. Et c'est une aventure qui m'apprend tellement, qui m'apprend à me découvrir, qui dit tellement de choses d'un point de vue intime, puis en plus qui embarque les gens. Et pour moi, enfin, c'est le métier le plus cool qui soit. C'est extraordinaire d'être skipper, d'aller faire le Vendée Globe, c'est une chance incroyable. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. Et pour terminer, est-ce que tu as une expérience, un moment précis à nous donner, à nous partager, que tu n'as pas encore partagé de ces dernières courses? Sur ces dernières courses, bah, j'ai pas eu beaucoup le temps de malheureusement de digérer cette course. Donc il y a eu un moment assez étonnant. Donc le 1er janvier, donc vraiment le début de l'année 2025, pour moi, il commence avec un mail de la direction de course qui me dit écoute Eric, dans 400 km devant toi, il y a 2 icebergs. Donc le truc horrible. La pire façon de commencer l'année. C'est-à-dire que tu sais que devant toi, tu as 2 glaçons énormes qui font à peu près 300-400 mètres de long chacun, qui sont pile sur ta route. On sait à peu près où ils sont, à quelques 20 ou 30 km de près, mais elles sont pile sur ta route. Et ça a créé énormément de peur, de stress, hein, parce que faut vous dire, enfin, on avance comme des fous, pleine balle, sans rien voir, on n'a pas de pare-brise, hein, donc on avance pleine balle, avec des bateaux qui font 3,6 mm d'épaisseur, donc c'est l'épaisseur d'un carton en fait, hein. Et que si je donne un coup de marteau sur mon bateau, je passe à travers. Et l'eau elle est à 4-5 degrés, donc si l'eau arrive et que mon bateau coule, je meurs. Et, euh, et il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, c'est que j'ai eu très très peur en arrivant, et j'étais le premier à voir l'iceberg. C'est-à-dire que là où l'organisation de la course le positionnait, il n'était pas là. Donc j'ai fait attention de ne pas passer à côté, mais en revanche, là où j'ai fait attention d'aller, il était pile sur ma route. Donc je l'ai vu. Et tous les autres skippers, le fait de voir l'iceberg les a pétrifiés. J'aurais pu mourir, quoi. Ils se sont dit ça. Et moi, ça m'a libéré. Je me suis dit, c'est génial, il est là, c'est bon. Et en fait, j'ai gagné plein de places comme ça, parce que j'ai remis la toile et j'ai remis à fond les gaz, en laissant tout le monde derrière moi, parce que il n'était plus question d'avoir peur, le danger, il était derrière. Je n'allais pas mettre de l'énergie dans un danger qui était derrière. C'était passé.
Et ça, c'était bien de vivre ça. Merci. De l'énergie bien utilisée dans la peur. Merci beaucoup.